J'arrivais pas à tenir une journée, je devais faire des siestes. J'ai vu Simp et que j'ai découvert. Là, je me suis dit, enfin un truc qui est user-friendly et qui est facile. Et en fait, c'est ça qui m'a vraiment donné envie de faire les analyses. Évidemment, c'est une évolution et il y a eu une évolution. Mais tu vois, il y a des moments où il y a un tel déclic. J'ai eu mal, mais mal, c'est tout à fait... c'était une gêne, en fait. C'est incroyable. Pour la première fois, de sentir que t'as tes règles qui arrivent et t'as pas mal et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? En fait, je suis plus enflammée, quoi. Bienvenue dans le podcast Simp Biologie, Santé, Nutrition. Le podcast où nous discutons avec des experts de ce que notre corps et notre biologie nous disent à propos de notre santé et nos besoins en nutrition. Je suis super content de t'avoir ici, Carolina Vermeersch. Tu as fondé The Lemon Spoon, qui est un mouvement qui a réuni plus de 15 000 personnes autour de la santé à l'époque. Tu as écrit un livre sur le fait d'arrêter de se presser le citron. Et ensuite, tu as, malgré tout ce que tu savais sur la santé, tu faisais face un peu à des symptômes qui ne bougeaient pas et qui se sont un peu accentués même. On parle de règles douloureuses, depuis l'adolescente, de côlon irritable, de fatigue qui traînait. Donc, tu as mis un peu tout ça en pause. Et tu t'es transitionné vers une nouvelle activité plutôt autour de la qualité de l'habitat, de vivre dans une énergie dans une harmonie avec le corps. Mais malgré tout ça, il y avait encore certains symptômes qui traînaient. Tu étais venu du coup en tant que cliente chez Simp pour faire tes analyses. Et quand on a discuté après, tu m'as dit voilà que c'était assez que quelque chose avait bougé. Tu sentais que c'était vraiment un point qui te manquait. Et donc je trouve ça super intéressant de t'avoir sur le podcast pour expliquer un petit peu ton parcours. Je pense que certaines personnes peuvent se reconnaître dans ce parcours-là, un petit peu la difficulté à faire les liens entre différents symptômes, beaucoup de choses mises en place, mais encore ce petit point qui bloquait et qui a vraiment été débloqué ici avec l'analyse du microbiote. Donc voilà, j'ai hâte de développer tout ça avec toi, comprendre un peu ton parcours et puis parler un petit peu aussi de ce que c'est le feng shui et le vivre dans un habitat. La psychologie de l'habitat. Voilà, la psychologie de l'habitat, la neuroarchitecture. Ouais. Exactement. Donc on va décortiquer un petit peu tout ça ensemble. Super. Et donc tu avais fait un article dans Forbes. Il y avait eu une interview dans Forbes à l'époque que tu avais fait. Tout à fait. Oui, l'interview dans Forbes en fait a un peu marqué la transition entre The Lemon Spoon, donc ce que je faisais avant, et ce que je fais maintenant. Parce que voilà, j'avais un peu cette étiquette de citron et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Lemon Spoon au départ, c'était un blog d'alimentation, donc c'était lié à l'alimentation pour justement apprendre à manger plus sainement, puis ça a dérivé vers l'écologie et puis finalement avec le Covid, on a dû arrêter les conférences qu'on organisait et j'ai écrit un livre en fait qui reprenait toute cette transformation holistique que j'ai faite. Qui était en fait rien d'autre que une recherche sur ma santé quelque part et sur du coup par définition voir comment est-ce qu'on consomme au niveau de la planète aussi et c'est ça qui m'a mené justement à prendre plus conscience de prendre soin de moi. Mais c'est vrai que j'ai fait un peu des micro burn-out en fait pendant tout ce parcours d'entrepreneur. Ça a été assez up and down parce qu'en fait on donne beaucoup et puis à un moment on s'épuise et puis j'ai vraiment appris que en tant qu'entrepreneur, si tu prends pas soin de toi, il y a plus de projets qui tiennent quoi. Et donc c'est la base, la santé. Sauf que on a tendance à se mettre beaucoup de pression. Et moi, pendant des années, j'ai eu plein d'inflammations à tous les niveaux. J'avais mal partout. J'avais une tendinite. Quand tu travailles sur l'ordi toute la journée, que tu as une tendinite au coude droit pendant 6 ans et que tu sais plus travailler correctement, c'est quand même embêtant. J'avais mal aux genoux, j'avais des douleurs corporelles un peu tout le temps. Et c'est vrai que je faisais énormément de thérapie, que ce soit des trucs par rapport à mon alimentation. J'ai fait l'Ayurveda, des thérapies psychologiques, des thérapies énergétiques pour essayer de comprendre pourquoi j'avais autant d'inflammation. Et j'ai compris aussi que ça venait de certaines choses qui étaient très émotionnelles. Mais j'avais jamais fait jusqu'à
il y a quelques mois ou déjà quand même quelques années, le lien avec mon microbiote. Mmh. Ouais, c'est ça que je trouvais hyper intéressant quand je t'ai demandé de venir faire le podcast, c'est qu'il y avait, j'avais vu justement cette interview où tu parlais un petit peu de ta reconstruction et ton basculement d'activité justement dans cet article, et je trouvais ça hyper intéressant, un petit peu le lien entre toutes ces choses que tu avais déjà remarquées, sur lesquelles tu avais déjà essayé de travailler, mais qu'en fait ça ne suffisait pas à traiter un problème qui venait aussi justement intestinal. Et donc l'idée c'était de pouvoir parler un petit peu aujourd'hui de ton parcours, voilà, parce qu'en tant qu'entrepreneur, mais déjà moi aussi ça me touche, parce qu'en tant qu'entrepreneur aussi je sais ce que c'est de vouloir se donner à fond, et que c'est pas toujours évident, et de prendre soin de sa santé, à quel point c'est important, voilà, parler un petit peu de ton parcours, à commencer par de Lemon Spoon, où tu avais près de 15 000 personnes, je crois, ça, qui suivaient. Oui, on a une communauté qui allait entre 15 et 20 000 personnes avec tous les réseaux confondus. Ouais. Puis on organisait des conférences avec des intervenants super inspirants et internationaux sur l'écologie. On avait vraiment des conférences où parfois on avait 400 personnes. Donc ça s'est fait assez naturellement. Je dois dire que je me rends compte à quel point c'est difficile de créer une communauté. Mais là, pour le coup, ça a été quelque chose qui... Bon, on a beaucoup bossé, hein, mais ça a été assez fluide, quoi. Ouais. Et donc, du coup, quand The Lemon Spoon, c'est arrivé après un autre travail. Tu travailles dans quoi, à la base ? Mais à la base, moi, j'étudiais le design d'intérieur. Ouais. Enfin, marketing d'abord, à l'EFEC. Puis, j'ai étudié le design d'intérieur à Barcelone. Et c'est là que, en fait, je voulais toujours faire quelque chose qui était lié aux espaces. Et puis, j'ai peu travaillé là-dessus, et j'ai tout de suite lancé Lemon Spoon, et qui était un blog culinaire à la base. Et en fait, non, j'ai pas vraiment travaillé ailleurs avant. Et donc, je me suis lancée en tant qu'entrepreneur sans avoir vraiment d'expérience. Et oui, à la base, enfin, au début, je faisais un peu de freelance en communication. Parce que du coup, travaillant en communication pour mon propre projet, je m'y connaissais, réseaux sociaux, etc. Mais je te parle d'il y a 10 ans, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose, et même Instagram a tellement changé que voilà. Mais en tout cas, à l'époque, j'avais ce side, et puis à un moment, j'ai tout lâché et j'ai fait Lemon Spoon à temps plein, quoi. Et donc non, pas vraiment d'expérience. Oui, non, c'est ça. Donc c'est vraiment avec Lemon Spoon où sont arrivés un petit peu... justement ces micro-burn-out dont tu parlais, cette inflammation que tu sentais qui revenait. Ouais. Ça, tu sentais déjà avant le Lemon Spoon, ou c'est vraiment quelque chose qui est apparu, tu vois, des symptômes qui sont apparus pendant ton expérience Lemon Spoon, ou c'est quelque chose qui date? Non, alors là, il faut que j'aille creuser dans ma mémoire. J'ai le souvenir qu'en fait, étant plus jeune, enfin adolescente, entre mes 15 et mes 25 ans, déjà, je faisais beaucoup la fête, je buvais comme un trou. Et ça, je crois que ça faisait beaucoup de dégâts au niveau intestinal. Et j'étais tout le temps ballonnée. Mais en fait, à cet âge-là, tu n'as pas vraiment la conscience. Et donc, tu te poses même pas la question s'il y a un problème. Tu te dis que c'est normal ou quoi. Et donc, je faisais pas... En fait, je crois que je faisais déjà attention parce que je commençais à manger bio déjà vers 20 ans. Je me rappelle dans ma coloc avec mes cousines, on faisait hyper attention, on achetait bio, etc. Et on était un peu pionnières à ce niveau, à cette époque-là, mais j'avais pas beaucoup de conscience de par mon âge, je pense. Et c'est au fur et à mesure que j'ai fait des recherches, et je crois que c'est en 2015 à Barcelone où là j'ai commencé ce blog d'alimentation saine avec de Lemon Spoon, parce que j'ai réalisé à quel point en fait je mangeais pas si sainement que ça. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à m'intéresser au sujet, quoi. Et en fait, ce blog culinaire, bon, je postais des recettes, etc. Et c'est là que j'ai commencé à créer cette communauté. Mais le stress amené par le fait de créer en plus une ASBL, donc à but non lucratif, de faire beaucoup de bénévolat et de bosser comme une dingue et de ne pas avoir suffisamment de retour financier, ça mettait une pression énorme. Et je crois qu'aussi le stress venait de là. Mais quand on est à la base quelqu'un d'anxieux comme moi, ça joue aussi sur la digestion et sur le microbiote. Et tout est, j'ai l'impression, finalement un peu allez, comme on dit, tu vois... Un engrenage. Oui, un engrenage. Un cercle vicieux, c'est ça, quoi. T'es anxieux de base, donc tu digères moins bien. Comme tu digères moins bien,
bah, tu deviens anxieux, enfin, tu vois. Et donc voilà, et mes prises de conscience, Lemon Spoon, ça a été une thérapie en fait, où j'ai fait mes expériences en tant qu'entrepreneur par rapport à ma santé, par rapport à tout ça. Et c'est pour ça qu'à la fin de cette expérience avec Lemon Spoon, j'ai écrit un livre qui regroupait un peu toute cette expérience. Et je parlais déjà de santé dans le livre, je parlais déjà d'alimentation, de digestion, de filtration d'eau. Mais j'avais pas encore fait à cette époque-là des analyses de mon microbiote. J'avais pas encore conscience que le microbiote, c'était un peu la base de tout ton système immunitaire, quoi. Oui, ça c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner dans l'intro. En tout cas, quand je disais pourquoi je voulais faire cet épisode, ça m'intéressait justement de voir un petit peu le fait que tu étais investi dans ta santé, mais qu'il te manquait un petit peu une pièce, et donc d'en profiter que tu aies fait justement les analyses ici avec Sim pour parler un petit peu de ton ressenti en tant que cliente, et voir ce que ça t'a apporté concrètement. Donc ça, je trouve que c'est assez chouette de pouvoir parler de ton expérience aussi ici dedans. Et donc dans ce que tu ressentais de manière générale, toi, on t'avait mis une étiquette côlon irritable dessus ou pas? Alors, j'ai jamais été... Je suis pas très médecine traditionnelle de base. Alors, je reconnais tous les bienfaits de la médecine traditionnelle pour des côtés urgents et des problèmes à régler. Il y a plein de bénéfices. Mais je suis plus dans la prévention. Donc, j'allais voir beaucoup de médecine alternative. J'ai fait un mois d'Ayurveda. J'ai fait une cure d'Ayurveda qui m'avait d'ailleurs beaucoup aidée il y a quelques années. Et donc, le côlon irritable, c'est un truc... c'est familial. On m'a toujours dit, de famille, on a le côlon irritable. Okay. Parce que j'avais les mêmes symptômes que mon père et que ma grand-mère, mais jamais un médecin m'a diagnostiqué avec le côlon irritable. C'est juste que vu les symptômes, j'étais persuadée que j'avais ça, quoi. Et donc ça, c'est depuis le Lemon Spoon, ou déjà plus jeune? Non, plus jeune. Ça, moi, depuis pour moi, toujours. Ça, c'est depuis toujours. J'entends mon père dire, oui, mais on a le côlon irritable. Et c'est quoi avoir le côlon irritable, ou vivre avec le côlon irritable du coup, c'est avoir un changement au niveau des selles qui est soudain. C'est-à-dire que tu peux avoir des selles... désolé, on parle de selles, mais faut dire ce qu'il est. On en parle souvent sur le podcast. Il faut avoir des selles... Tu peux aller aux toilettes et avoir des selles dures, hyper dures, et puis juste après, avoir des selles hyper molles. Et tu peux manger un truc et devoir filer aux toilettes alors que tu es en train de manger. Et c'est ça en fait le côlon irritable, c'est que c'est très sensible, et donc il y a des aliments comme par exemple le café, dans mon cas le jus d'orange, parce que je suis allergique à l'orange, ça me fait aller aux toilettes tout de suite. Ça c'est marrant, tu m'avais dit parce qu'on avait échangé justement pour faire un peu un suivi après tes analyses, et tu m'as dit que le café c'est quelque chose que tu avais pu recommencer à boire petit à petit par après. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais tu m'avais parlé là, c'est étrange, avant j'arrivais plus à boire un café, et maintenant j'ai pu reboire un café. Alors j'ai fait le test, parce que c'est vrai que quand j'ai commencé à me sentir mieux avec les compléments que j'ai commencé à prendre, je me suis dit mais c'est fou, il y a des choses que je dirais pas avant et maintenant je les dis déjà, donc je me suis dit je vais essayer le café, parce que en fait il y a 2 raisons pour lesquelles je buvais pas de café. C'est que c'était lourd à la digestion, mais aussi parce que je suis très sensible à la caféine et à la théine, et j'ai des palpitations en 2 secondes 30. Ça, je crois que c'est en fonction de la personnalité, ou des gens. Il y a des gens qui résistent bien à ça, d'autres pas. Moi, c'est pas mon cas. Et du coup, je me suis dit mais ça me manque trop le goût du café, et moi je prenais toujours des décaféinés du coup. Et là, j'avais repris un café, et étonnamment, en fait, j'ai bien digéré, mais par contre, j'ai toujours eu le côté palpitation, et donc finalement, j'ai quand même pas recommencé à avoir du café, quoi. Et donc, donc ça faisait partie un petit peu de ton quotidien depuis toujours. Et alors après, donc sont arrivées d'autres choses comme tu disais, problèmes de fatigue, tendinite, tout avec ton boulot qui te prenait, ton boulot qui était ta vie, j'imagine, à ce moment-là, quand on est entrepreneur, souvent c'est pas évident de faire la séparation entre les deux. Il y a des nouvelles choses qui arrivent, et est-ce que tu avais fait le lien avec tes problèmes digestifs? Est-ce que tu te dis ça peut peut-être aussi venir de mon côlon irritable, ou c'était vraiment dans ta tête à l'époque, en tout cas, 2 choses complètement séparées? En fait, je me rappelle pas très bien s'il y a eu une prise de conscience tout d'un coup. Je crois que comme je suis très curieuse et que je m'intéresse à la santé depuis toujours, j'investigue constamment. Donc, le truc du microbiote, c'est pas quand j'ai découvert Sim que je le savais, je l'avais déjà découvert bien avant. Mais je crois que je le procrastinais, c'était sans doute une résistance, parce que
il y a rien à faire. On se complaît dans notre petit personnage de je suis fatiguée, j'ai mal au ventre, je digère pas bien. Et après, on en fait notre personnalité. Et pour sortir de là, c'est vraiment laisser mourir le personnage qui va pas bien, en fait. Et ça a été un deuil et aussi une prise de conscience. Je me dis, mais pourquoi est-ce que je sais qu'en fait, je devrais faire des analyses de microbiote, mais je les fais pas. Enfin, j'aurais dû les faire il y a 3-4 ans déjà, ou même il y a 10 ans, en fait. Bon, j'avais pas l'info il y a 10 ans, donc j'aurais dû les faire quand j'ai eu l'info. Mais il y avait plusieurs choses. Donc, il y a ce côté résistance, à vouloir vraiment changer, parce que parfois, on sait comment changer, mais on fait rien, en fait, on passe pas à l'action. Et puis, il y a aussi le prix, tout simplement. C'est un budget énorme. C'est pas des études qui sont super accessibles aujourd'hui. Et c'est ça aussi, c'est que quand j'ai eu l'info que je ferais bien des études de microbiote, il y avait pas, je savais même pas où aller. Je savais pas si je devais aller chez un médecin, quel médecin. Ça me paraissait une montagne, en fait, de faire ces analyses. Et puis quand j'ai vu Simp et que j'ai découvert, là, je me suis dit, enfin un truc qui est user-friendly et qui est facile à utiliser. Et en fait, c'est ça qui m'a vraiment donné envie de faire les analyses, quoi. Et du coup, parce que tu as fait pas mal de choses, donc tu avais déjà testé des choses pour la partie digestive, et puis après, donc avec Lemon Spoon, quand tu as commencé à avoir du coup énormément d'autres choses qui arrivaient avec la fatigue et ces micro-burnout, cette inflammation qui reprenait le dessus, comment ça s'est passé là? Du coup aussi, tu as fait un peu une transition, du coup dont tu m'as parlé, dont on a un peu parlé au début. Qu'est-ce que tu avais fait concrètement pour te disant, bon, ben là, ça va plus, qu'est-ce que je fais? En fait, je me rappelle que ma tendinite, par exemple, au coude droit, c'est arrivé au tout début, c'est arrivé quand même au début de mon entrepreneuriat. Et ça, c'était vraiment problématique parce que, comme je te dis, t'es tout le temps sur l'ordi et je pensais que c'était la position de l'ordi. Donc, j'ai changé ma souris pour une souris ergonomique, j'ai changé de position et tout, et ça n'allait pas mieux. Et je faisais pas le lien avec l'inflammation du corps à ce moment-là. J'ai fait des infiltrations, ça n'a pas marché. J'avais toujours mal aussi à l'épaule. Enfin, j'avais plein de petits bobos tout le temps. Et j'étais un peu désespérée parce que j'allais chez l'ostéo tous les mois et j'arrivais pas à régler le problème de fond. Et c'est vrai que c'est épuisant, et surtout quand tu as une inflammation, parce que finalement, j'ai compris que c'était une inflammation générale du corps, surtout quand on a fait les analyses, finalement, les résultats le montraient. Mais c'est juste que c'est épuisant, et surtout, le fait que tu as une inflammation, ton système immunitaire, il est bas tout le temps, et donc tu es tout le temps fatigué. Donc moi, par exemple, j'avais vraiment peu d'énergie et j'arrivais pas à tenir une journée, je devais faire des siestes. Et puis, il y a aussi le fait, à l'époque, je buvais encore de l'alcool, et à un moment, j'ai décidé d'arrêter l'alcool. Ça a été un changement hyper bénéfique. Parce que même en arrêtant l'alcool, j'avais encore ces problèmes, parce que je crois que j'avais très fort abîmé mon microbiote toutes ces années. Mais l'alcool, j'ai déjà senti une énorme différence d'avoir arrêté ça. Et ça, j'ai arrêté quand même en 2020 avec le Covid, en fait. Maintenant, je bois quasi plus jamais. Et oui, pour revenir à ta question, ma transition, ça a été de me rendre compte que j'avais écrit un livre sur la slow life et comment prendre soin de soi, mais que j'avais pas du tout encore intégré vraiment. J'avais intégré des choses, évidemment, mais pas tout. Ouais, c'est le cordonnier, mal le fils du cordonnier. Non, mais je pense qu'en fait, quand on prend conscience de certaines choses, on le sait mentalement, on le sait théoriquement, mais l'intégration prend beaucoup plus de temps, et surtout, il faut mettre des choses en place pour l'intégration. C'est comme les gens qui me disent, quand je leur dis, vous faites un travail sur vous-même? Oui, moi, je lis des livres. Non, tu lis des livres, ça reste théorique, c'est dans ta tête. Je dis concrètement, il y a des choses qui ont changé dans votre vie depuis que vous lisez des livres? Non. Alors, vous faites pas un travail sur vous-même, tu vois. Et donc, moi, je suis passée par cette phase. J'ai pendant des années lu des livres et je pensais que je faisais un travail sur moi, mais il y avait rien qui changeait fondamentalement. Et donc, après avoir écrit ce livre, après le Covid, le Covid a chamboulé évidemment tout ce que je faisais, et puis finalement, Lemon Spoon, on a arrêté petit à petit. Et j'ai dû faire une transition de 2 ans où j'ai rien fait. Quand je dis rien fait, mal à rien faire, mais en tout cas, j'ai pris soin de moi et j'ai vraiment vécu cette slow life comme je l'avais décrite dans mon livre.
Et j'ai continué à investiguer sur ma santé. J'ai fait une cure, j'ai fait... C'est quoi la slow life? La slow life, c'est le fait de ralentir et de mettre de la conscience de manière holistique sur comment tu vis tes habitudes. Et quand tu vis de manière slow, tu consommes de manière slow. Ça veut dire que tu consommes de manière éthique et responsable, que tu manges... En Espagne, je ne sais pas si c'est international ou si c'est juste spécifique à l'Espagne, parce que tu vis en ouais, Espagne. Je vis en Espagne. Il y a des logos sur les restos, non? Slow food, restaurant. Food, mais il y a ça en Belgique aussi. Il y a ça en Belgique, hein. Ouais, il y a ça. Mais voilà. Et donc, en fait, la slow life, c'est vraiment un concept de vivre beaucoup plus en connexion avec la nature et avec soi-même, mais à tous les niveaux et de manière holistique. Et donc, j'ai expérimenté cette slow life, mais pour de vrai, j'ai commencé à vraiment l'intégrer. Et je dois dire que le fait d'être en Espagne, ça m'a quand même aidé dans le fait que la culture là-bas est beaucoup plus... Enfin, je dirais pas chill, mais si, quelque part, en fait, en Belgique, on est un peu des malades du travail parce qu'il fait tellement gris toute la journée qu'on n'a rien d'autre à faire. Et donc, finalement, on se terre dans le travail, mais on en oublie de vivre et de passer du beau temps, d'être dehors, de prendre soin de soi. Enfin, et donc, l'Espagne m'a beaucoup aidée, au niveau de la lumière, la luminosité aussi et tout ça. Mais d'être dans de prendre tellement de recul par rapport à mon quotidien qui était en Belgique avant, que de me rendre compte, en fait, que je prenais pas si soin de moi de ce que j'imaginais, quoi. De ce que je... Ouais. Mais donc du coup, là, tu mets vraiment en exécution ce que tu avais écrit dans ton livre. J'imagine qu'il y a certaines choses qui s'améliorent à ce moment-là. À ce moment-là, alors, évidemment, c'est une évolution et il y a eu une évolution. Mais tu vois, il y a des moments où il y a un tel déclic où c'est un avant-après et c'est pas... c'est un avant-après soudain, quoi. Et l'évolution, évidemment que j'ai des maux qui se sont améliorés, j'ai eu moins mal. Ma tendinite, elle commençait à diminuer déjà. Mais il y avait encore, comme je sentais encore j'avais encore pas mal de maux, j'avais quand même des règles douloureuses aussi, mais ça, j'ai toujours eu. Mais je lisais beaucoup de choses là-dessus et on me disait, mais c'est pas normal d'avoir des règles douloureuses. Oui, en tout cas, à ce point-là... c'est-à-dire que le premier jour, d'être dans ton lit, de pouvoir rien faire et d'avoir des crampes, et j'étais obligée de prendre un médicament normal, parce que à quoi bon souffrir si on peut prendre un truc pour apaiser la douleur. Mais au fond, moi, je savais aussi que tous ces maux étaient aussi liés à un état émotionnel. Et comme j'ai réalisé aussi ces dernières années que j'étais neuroatypique, hypersensible, TDAH, tout le truc, j'aime pas du tout me mettre des étiquettes et j'ai pas envie de me conditionner là-dedans, mais c'était une réalité. Et donc, forcément, quand on a une hypersensibilité, on a une hypersensibilité à tout. Et donc, j'ai vraiment dû travailler ce côté émotionnel, aller voir les traumas. Par exemple, je te donne un bête exemple, mais la tendinite au bras droit et tout ce qui était lié au bras droit, c'était aussi lié au rapport à l'argent. Et le rapport à l'argent, c'est quelque chose que j'ai commencé à investiguer parce que, en fait, oui, j'avais une asso, je travaillais comme une dingue et je gagnais pas d'argent. Enfin, c'était ridicule, quoi. Enfin, pas ridicule, mais il y avait un truc qui était pas équilibré là-dedans. Pour moi, quand t'es vraiment équilibré, l'argent, ça doit être quelque chose de fluide aussi, quoi, tu vois. Et donc, j'ai essayé de comprendre aussi émotionnellement d'où venaient tous ces mots. Et puis finalement, il y a des choses qui se sont améliorées. C'est juste que depuis que j'ai commencé le traitement avec Simp en novembre, là, il y a eu un vrai switch parce que en 2 ou 3 j'ai vu tous mes maux disparaître. Donc, je veux pas... je suis sûre que c'est pas que le traitement avec Simp qui a fait, c'est aussi tout le travail que j'ai fait en amont. Et la cerise sur le gâteau, c'est Simp. Donc, il faut pas non plus se dire « Ouais, je fais ça et j'ai tout réglé ». Je crois que j'ai vraiment fait beaucoup de taf qui font que, de manière holistique, c'était le dernier truc qui allait faire que j'allais aller mieux. Mais pour te dire, je mettais plein de choses en place, mais j'avais encore... par exemple, j'avais... je crois le foie assez chargé, mais le foie, c'est lié à la colère. Donc, une colère qui était à l'intérieur et qui n'était pas exprimée. Dans l'Ayurveda, hein, c'est ça? Non, pas forcément l'Ayurveda, c'est vraiment des investigations que j'ai fait en thérapie. Et en fait, j'avais un eczéma sur la main qui partait pas, mais ça, mon eczéma, il est parti seulement... depuis peu, en fait. Et j'ai dû vraiment comprendre que c'était lié d'une part à la colère, au foie, mais en fait, après, avec le traitement Simp, ça a amélioré aussi le foie, ça a détoxifié. Et donc, quelque part, mon eczéma, il est parti. Ma tendinite, plus rien. J'ai plus mal nulle part. Enfin, oui, j'ai un mal
quand je vais faire une sonothérapie, j'ai parfois mal au lombaire parce que je dois tout le temps m'abaisser, etc. Mais j'ai plus des maux chroniques comme j'avais avant. Ouais, donc en fait, c'est assez dingue parce que du coup, t'as mis énormément de choses en place qui sont réglées, mais t'avais encore ce sentiment de cette petite inflammation latente qui ici c'est confirmé et des choses comme les règles douloureuses. Ça aussi, tu m'en avais parlé. Oui, c'est ça. Les règles douloureuses, ça, c'est un gros sujet, je trouve, parce que aussi, j'ai investigué le fait que ça fait si on prend le truc émotionnellement parlant, c'est une non-acceptation de sa féminité. On vit dans un monde très masculin. Moi, je suis à la base, dans mon énergie très masculine et je devais reconnecter avec cette part de féminité en moi. Ça a déjà été une première prise de conscience qui a permis que, je sais pas, du jour au lendemain, en fait, au lieu d'avoir tous les mois mal, j'avais mal 1 mois sur 2. Okay. Et je comprenais pas. J'étais là, c'est bizarre. J'ai une prise de conscience. Si vraiment c'est que émotionnel ou lié à ce déséquilibre du pôle masculin et féminin, ça devrait être parti. Donc je disais, ok, c'est multifactoriel. Il faut que je continue à investiguer. Et là, j'ai aussi lu sur la santé hormonale. Mais qui est lié au microbiote. Je m'y connais pas en détail, mais je sais que c'est lié, c'est ça? On sort justement, quand cet épisode sera sorti, je sais pas si l'épisode en question sera déjà sorti ou s'il sort juste après celui-ci, mais on fait un épisode justement sur ce qu'on appelle l'ostrobolome et le lien entre le microbiome et l'ostrobolome, et donc le lien hormonal, surtout chez la femme, donc le lien avec tout ce qui est syndrome, le SOPK et endométriose. C'est ça. Qui est fortement lié à ça, et le lien entre le microbiote, l'équilibre du microbiote et ça. Et c'est ça. Et en fait, j'ai lu beaucoup là-dessus, et quand j'ai commencé le traitement avec Simp, j'ai senti aussi, déjà une amélioration générale de l'inflammation, mais j'ai quand même eu les premiers mois, de nouveau, 1 mois sur 2, et c'est que les 2 derniers mois où j'ai eu mal, mais un mal qui était tout à fait... c'était une gêne, en fait. J'ai pas dû prendre de médicaments, j'étais pas dans mon lit, je mettais un peu ma bouillotte et c'était bon. Et en fait, ça, c'est incroyable. Pour la première fois, de sentir que t'as tes règles qui arrivent et t'as pas mal et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, je suis plus enflammée, quoi. Donc, c'est vrai que ça, pour moi, ça, c'est un peu une révolution. Parce que le truc des règles, faut quand même se dire qu'en tant que femme, c'est toutes les 3 semaines, c'est quand même super régulier. Et toutes les 3 semaines, t'es complètement à plat, t'arrives pas à travailler, et donc tu dois limite organiser ton agenda autour de ça pour pas te mettre des trucs pendant tes règles, quoi. Et ça, le fait de réguler la santé hormonale et le microbiote et faire en sorte que les douleurs de règles soient... Et aussi le prémenstruel, parce que le prémenstruel, au niveau hormonal... Moi, par exemple, c'est hypersensibilité accrue, des émotions beaucoup plus irritables. Ça a diminué, justement? Oui, c'est ça. Et donc, tout a amélioré, en fait. Mon syndrome prémenstruel, il est devenu moins fort, mais il y a aussi prendre conscience qu'en fait, pendant cette période-là, tu ne dois pas te prendre trop au sérieux parce que c'est hormonal. Et alors, j'ai fait un test récemment avec l'alimentation, parce que les compléments ne règlent pas tout. Pour moi, ça s'accompagne avec une alimentation saine. Et ça, j'ai arrêté de manger du gluten depuis 1 an. Ça a changé énormément au niveau de l'inflammation aussi. Et je mange très différemment. Je pense que tu peux faire ça, des compléments comme ça, et tu continues à manger comme avant. C'est sûr. C'est sûr que le gluten, par exemple, si tu avais justement beaucoup de ces bactéries pro-inflammatoires, et tu avais potentiellement du coup une muqueuse intestinale plus à vif, avec moins de mucus pour protéger ta paroi intestinale, le gluten va typiquement être, et les tanins du blé aussi vont particulièrement être irritants. Donc ça permet aussi, les deux vont jouer ensemble, quoi. Et là maintenant, le fait de rétablir ta paroi, en plus, ça fait que tu vas pouvoir peut-être mieux tolérer le gluten, même si c'est pas nécessaire d'en reconsommer énormément. Je fais des petites exceptions parce que je veux pas devenir trop radicale, sinon mon corps va plus rien supporter. Donc, de manière générale, je mange pas de gluten, mais si je vais au resto 1 fois toutes les 2 semaines, je fais 1 jour de cheat day, comme je dis, c'est pas grave.
Mais je le sens tout de suite quand même. Okay, je sens que j'ai une sensibilité à ça et que si je fais 3-4 jours où je mange du gluten, là, je sens de nouveau les ballonnements, le truc qui arrive. Donc, en fait, il faut se connaître aussi. Et je crois que c'est pas tout de juste faire un traitement, c'est de dire, OK, ça, je sais que mon corps n'aime pas et donc, pourquoi je vais empoisonner mon corps ? Mais il y a aussi une partie émotionnelle à gérer avec ça parce que parfois on compense émotionnellement et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à arrêter le pain et les trucs qui nous ont, qui sont du comfort food, quoi. Et je voulais dire un autre truc par rapport aux règles aussi, c'est que j'ai fait ce test ces 2 derniers mois parce que j'ai appris que, par exemple, les graines de lin et le soja et il y avait encore autre chose, un autre type de graines, c'était des oestrogènes, si je me trompe pas, parce que je m'y connais pas super fort, et que moi, que si tu as un excès d'oestrogène, en fait, c'est ça qui fait qu'il y a un déséquilibre hormonal et que tu peux avoir des douleurs de règles. Et mon énergéticienne me dit, arrête de manger des graines de lin pendant 1 mois ou 2 et tu vas voir la différence. Et pendant 1 mois, j'ai plus mangé de graines de lin, mais j'en mangeais beaucoup, en fait. Parce que je pensais que c'était sain. Je me dis, des graines de lin, super sain, en fait. Et j'ai arrêté et j'ai pas eu. Et effectivement, ça fait 2 mois que je mange plus de graines de lin et je mange plus. C'est 2 ou 3 aliments que je mangeais régulièrement et j'ai plus mal. Donc je me dis, est-ce que c'est un tout ou est-ce que c'est, enfin tu vois, et en fait il faut faire des essais-erreurs avec son corps et se dire bon là je fais un test pendant 3 semaines, je mange pas ça avant mes règles pour voir si ça se calme, quoi. Ouais, c'est sûr. Après ici ce qui était intéressant aussi, c'est d'avoir sur le côté quelque chose tu vois, comme tu dis, d'avoir les compléments qui te permettent de retrouver un équilibre, et après il faut pouvoir accompagner sur le côté au niveau nutrition, quoi, qui doit prendre le relais à un moment. Mais nous, ce qu'on voit souvent, en tout cas chez nous, c'est des personnes qui viennent et qui disent mais je mange super bien, je fais hyper attention à ce que je mange, et déjà souvent beaucoup d'évictions, et c'est sûr que là à un moment il faut passer par justement les compléments, mais l'avantage c'est que en fait l'important c'est que ce soit ciblé, et surtout que ça qu'à un moment on les arrête, ou en tout cas on les calme, et qu'il y ait juste certaines cures qui reviennent de temps en temps, et ça permet souvent de réintroduire certains aliments, comme on parlait avec le café. Moi il y a des aliments que je réintroduis et qui aujourd'hui sont moins, je digère mieux. Et donc, j'en mange, du coup, même si je sais qu'ils sont un peu inflammatoires, j'en mange de temps en temps et ça pose pas de problème, justement, grâce au traitement, j'imagine. Mais aussi, je pense que le traitement, en fait, quand tu as eu ton microbiote complètement déséquilibré et on dit les parois perméables, c'est ça, pendant, je sais pas moi, 10 ans ou 20 ans, c'est pas en 3 mois de cure que tu règles le truc. Exact. Je crois qu'il faut vraiment faire ça pendant minimum 1 an. Et puis après, moi, clairement, j'ai pas envie de créer une dépendance à ces compléments. Et donc après, j'espère que je vais pouvoir continuer à prendre soin de mon microbiote juste avec l'alimentation. Exact. C'est ça qui est super important, et c'est pour ça qu'on a mis en place suivi. Tu vois, le suivi que tu as eu après 2 mois pour dire voilà, comment est-ce que ça s'est passé, et maintenant comment est-ce qu'on adapte pendant 1 an, parce qu'on sait qu'un microbiote déséquilibré pendant des années, ça va mettre du temps avant de le rééquilibrer. Mais l'idée, c'est aussi diminuer progressivement. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a mis ça en place. Et l'idée, c'est vraiment de te permettre en fait, de pas dire ok, je teste ça pendant 3 semaines et puis j'arrête, et puis je teste autre chose, et puis je teste encore autre chose, et puis je reteste encore autre chose, parce que tu as besoin de cet entretien un peu continu pendant un certain moment pour espérer après en fait juste rééquilibrer le microbiote, parce qu'on sait que c'est possible maintenant. Donc il y a des études qui montrent que tu peux rééquilibrer un microbiote, et sur le long terme. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a ajouté cette notion de suivi, quoi. Ouais. Et du coup, donc t'es passé un petit peu par ces étapes, donc promouvoir la slow life jusqu'à arriver à un moment où en fait tu la vis. T'as fait un peu une pause pendant 2 ans. Et puis après tu as basculé un petit peu d'activité. Aujourd'hui tu travailles plutôt dans les tu reviens en fait à ton amour initial du design d'espace. C'est ça. On en parlait dans un autre épisode, c'est peut-être pas le sujet ici, mais c'est vrai qu'on a tendance à vouloir aseptiser tous les espaces, que ce soit dans la déco ou aussi au niveau hygiène. Alors c'est hyper important d'avoir une hygiène
et de vivre dans des endroits propres. Oui, mais c'est vrai qu'on peut avoir tendance à un peu trop aseptiser les c'est endroits. ça. Il y a beaucoup d'études qui montrent, notamment chez les enfants, que les enfants qui vivent avec des chiens, on a un chien juste ici, Edgar, Ils ont meilleur microbiote. ils ont un meilleur Ouais. microbiote. Il y a des études qui montrent ça, les enfants qui vivent sur des fermes aussi, qui sont en contact avec des microbes aussi, pas juste des endroits Les aseptisés. bonnes bactéries, quoi. Parce que et alors là je sors complètement de mes compétences, mais je pense que c'est comme dans le microbiote humain. Si on enlève les bonnes bactéries qui sont supposées faire le travail pour empêcher les mauvaises de se développer, Ouais. comme quand on prend des antibiotiques à répétition, si on repeuple pas avec des bonnes bactéries, à un moment il y a plus les Il y bonnes a un bactéries pour faire déséquilibre, ouais. le travail, et il y a un déséquilibre. Comme dans, par exemple, cette C'est ça. inflammation dont on a parlé tantôt. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Ne prenez pas ce que je dis ici pour vérité scientifique. Je n'ai aucune idée de si aseptiser l'espace fait que les bonnes bactéries. C'est quand même Voilà. prouvé, hein. Ouais. Enfin, moi, je me permets de dire un mot là-dessus, Ouais. mais j'ai quand même recherché pas mal parce que je fais de la neuroarchi, mais aussi justement la qualité de l'air dans l'habitat, donc favoriser les matières naturelles. Aujourd'hui, la poussière, elle est plus qu'elle est. J'ai entendu ça récemment dans une formation d'ailleurs que j'ai faite sur l'habitat sain, qui disait, en fait, la poussière à l'époque, c'était de la terre, c'était de la poussière naturelle. Et aujourd'hui, la poussière dans la maison, c'est des microplastiques. Ah ouais. C'est de la poussière qui vient des tapis en polyester, des murs. C'est de la poussière qui se crée à base de microplastiques et on respire cette poussière. Donc, on respire des microplastiques et plein d'autres perturbateurs endocriniens. Et c'est là où, et ça a tout à fait un lien avec le microbiote d'ailleurs, moi j'invite toujours mes clients à dire, en fait, quand vous chauffez des choses, tout ce qu'il y a dans votre cuisine, il faut éviter le plastique parce que sinon ça se retrouve dans l'alimentation et forcément dans le corps. Et donc il faut il faut faire attention à tous les ustensiles qu'on utilise, que ce soit en bois ou en inox, mais pas en plastique. Et puis il y a aussi comme tu dis, les produits qu'on utilise, l'air intérieur, tout ce qu'on respire, ça affaiblit le microbiote aussi. Comme l'eau, si tu filtres pas bien ton eau et que tu ne la dynamises pas, tu bois une eau morte ou tu bois une eau pleine de résidus qui ont une incidence sur ton microbiote et sur ta santé. Donc, en fait, les choses qu'on ne voit pas, c'est souvent ce qu'il y a de plus important et c'est là-dessus, c'est tout ce qui est subtil que c'est là-dessus que je travaille parce que je pense qu'on n'a pas conscience à quel point toutes ces choses-là nous influencent notre santé aussi. Ouais, c'est sûr. Donc prenez soin de votre habitat, de votre environnement. Écoute, merci beaucoup. Je crois que c'était vraiment chouette comme discussion. Déjà entendre ton retour, pour nous c'est toujours chouette. D'avoir ce genre de retour. Du coup, je te remercie en tout cas pour ça. Et puis entendre ce que tu fais aussi sur la partie aménagement de l'espace. D'ailleurs, je vais sûrement faire appel à toi ici pour mon nouvel emménagement. On mettra peut-être ton lien en description pour ceux pour ceux que ça intéresse, qui veulent aller voir plus loin. Et je sais pas si tu voulais encore rajouter quelque chose, s'il y a un sujet. Non, je crois que là, en tout cas, je voulais juste dire que c'est vrai que Simp, pour moi, ça a été un vrai tremplin. Et aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment la base, en fait. Si j'avais su, je crois que j'aurais fait ces analyses du microbiote il y a déjà plusieurs années. Parce que si j'avais su à quel point c'était ça la base de tout mon mal-être et de beaucoup de maux physiques, je l'aurais pris en charge plus tôt. Et c'est là où souvent les gens disent oui, on va faire des prises de sang. Et ils se disent oui, ma prise de sang est bonne. Mais en fait, une prise de sang, c'est pas des tests de microbiote. Et donc, en fait, je crois que les tests de microbiote, c'est vraiment pour moi une base que tout le monde devrait faire. Juste pour savoir qu'est-ce qui peuple ton corps, quoi. Et voir s'il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Donc oui, pour moi, c'est la base. C'est une des bases, quoi. Trop bien, écoute, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour ce chouette échange. Merci à ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cet épisode avec une personne qui pourrait bénéficier de cette conversation. Je le redis, abonnez-vous à la chaîne. Vous êtes encore beaucoup trop à nous écouter et à ne pas être abonné à la chaîne. Donc voilà, un grand merci et à la prochaine. À bientôt.